et bon réveil, c'est le morning. Vous êtes sur i24 News, voici les titres de l'actualité. François Hollande poursuit sa tournée internationale. Il est attendu à Cuba aujourd'hui pour une visite historique. Hier, l'heure était au devoir de mémoire. En Guadeloupe, le chef de l'État a décrété la reconnaissance morale des pays qui ont profité des situations d'esclavage. En Israël, le gouvernement Netanyahou numéro 4 n'est pas encore investi, mais la première bataille politique s'annonce déjà serrée. Faire adopter en urgence l'élargissement du nombre de ministres du futur cabinet. Et à une majorité aussi fine, la moindre défection pourrait lui être fatale. Et puis le président israélien est en Allemagne ce lundi pour célébrer les 50 ans de relations diplomatiques entre les deux pays, relations complexes qui ont depuis longtemps dépassé le cadre de la compensation et de la culpabilité pour se transformer en alliance stratégique. Enfin, l'invité du Morning ce lundi, Christian Estrosi, député UMP, maire de Nice, fidèle allié de Nicolas Sarkozy. Il répondra à nos questions dans un instant. Bienvenue à tous. François Hollande est donc à Cuba ce lundi pour une visite historique. Hier, le président français était en Guadeloupe où il a inauguré le plus grand centre au monde sur la traite et l'esclavage aux côtés d'une trentaine de dirigeants africains et caribéens. Le chef de l'État a décrété la reconnaissance morale des pays qui ont profité des situations d'esclavage. Je vous propose d'écouter François Hollande. La France tout entière est engagée dans cette reconnaissance. Au-delà des sensibilités, au-delà des philosophies, la France est capable de regarder son histoire parce que la France est un grand pays qui n'a peur de rien et surtout pas d'elle-même. Nous avons ici la seule dette qui doit être réglée, c'est de pouvoir faire avancer l'humanité. C'est ce que ce mémorial nous... Christian Estrosi, cette reconnaissance de la responsabilité morale de la France sur l'esclavage, elle arrive trop tard ? Deux choses que M. Hollande, aujourd'hui, fasse la reconnaissance morale de la France sur l'esclavage m'amuse assez. Je vous rappelle que la révolution de 1789 est déjà passée là pour ça. Et que 2 siècles après, il ait le sentiment que c'est lui qui apporterait cette reconnaissance morale. Tout le monde ne peut qu'en sourire. La réalité, c'est qu'on inaugure un musée dont j'ai eu l'honneur, lorsque j'étais ministre de l'Outre-mer en 2007, en Guadeloupe, en Martinique, dans la Caraïbe, de lancer le principe et les fondements, parce que la France avait le devoir moral de rappeler l'histoire de l'esclavage, pour rappeler que cela avait fait partie d'une époque sombre de notre histoire. Il faut savoir toujours se retourner vers son histoire et la reconnaître. Restez avec nous, Christian Estrosi. Maurice, François Hollande annonce donc la responsabilité morale de la France sur l'esclavage, mais pas de responsabilité ni de compensation financière. C'est exactement ce que le président français a voulu faire. Il a surtout exclu toute réparation financière en endossant la responsabilité morale de l'esclavage. Et certains commentateurs résument un peu la position du président français par cette formule « on ne demande pas l'addition avant d'avoir mangé ensemble », c'est-à-dire pour François Hollande, priorité au travail de mémoire. Il faut déjà savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les responsabilités et faire l'état des lieux avant même de commencer à parler de réparation financière. Alors cette responsabilité morale s'exprime, vous l'avez dit, par le Memorial Act, inauguré hier à Pointe-à-Pitre. Il s'agit du plus grand centre du monde d'expression et de mémoire sur la traite et l'esclavage. Le mémorial a été édifié sur le site d'une ancienne usine sucrière où l'on pratiquait encore le travail forcé au 19e siècle, un emplacement stratégique où les concepteurs du mémorial espèrent attirer 300 000 visiteurs par an, mais le projet est pharaonique, d'un coût total de 83 millions d'euros. Il suscite des critiques pour son coût exorbitant. À la place, dit-on, on aurait pu créer des emplois. Il faut savoir que la moitié des jeunes en Guadeloupe sont frappés par le chômage. De plus, rien ne garantit que le mémorial réussisse à attirer des touristes métropolitains et américains et relancer ainsi le tourisme. Il faut savoir que si la fréquentation de l'île se redresse peu à peu depuis 2010, le secteur touristique ne progresse pas, et ce, contrairement
à ce qui se passe dans les archipels anglophones voisins. Alors voilà pour cette inauguration. Pour finir, Maurice, le président français est arrivé ce matin à Cuba pour une visite historique, la première d'un chef d'État français. Exactement, la première depuis plus d'un siècle. Alors la présence de la France à Cuba peut être définie par un mot, modeste. Il y a à peine 60 entreprises françaises qui sont actives sur l'île. La France n'en reste pas moins le 10e partenaire économique de Cuba. Alors les échanges économiques entre les deux pays sont en baisse. En 2013, on avait noté un flux de 280 millions de marchandises avec Cuba et seulement 180 millions en 2014. Ça s'explique par la chute des importations cubaines de céréales et la suspension des crédits et garanties de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Alors on note aussi un chiffre de 10 000 touristes français par an sur l'île, mais il faut savoir surtout que l'Europe et la France sont absentes du processus de réconciliation entre Cuba et les USA, et c'est peut-être l'objet de la visite du président français. Merci Maurice. L'invité du Morning, je vous le disais, c'est Christian Estrosi, donc député UMP, maire de Nice. Alors vous êtes en voyage en Israël pour une conférence internationale sur la sécurité dans les villes. Vous nous en dites un petit peu plus ? Non, c'est plus que cela, c'est sur la Smart City, la ville intelligente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons bien que la planète est en danger. Et qu'en même temps, il y a à l'intérieur des grandes agglomérations, des grandes métropoles, aujourd'hui, le devenir de la manière dont on se déplace, dont on circule, dont on va gérer les problèmes liés à la pollution, aux économies d'énergie, et en même temps, bien évidemment, à la fois la sécurité de nos concitoyens, à la sécurité de la cité elle-même, et à la sécurité des données, puisqu'il faut savoir que vous aurez à l'horizon 2020 près de 60 milliards d'objets interconnectés dans le monde. Il se trouve que Nice est la 4e Smart City au monde et que Tel Aviv a reçu elle-même un challenge pour être une des villes intelligentes les dispositifs qui font partie de la lutte antiterroriste dans les villes. Et ça y participe. Oui. Par exemple, lorsqu'à Nice, nous avons un réseau de 1200 caméras de vidéosurveillance qui sont des caméras intelligentes, où il suffit de poser une valise quelque part dans un quartier de la ville et qu'elle y reste abandonnée pendant 2 ou 3 minutes, vous avez automatiquement une caméra qui la détecte pour que l'on puisse intervenir dessus. Si vous avez quelqu'un qui s'approche d'un lieu de culte, d'un cimetière, et qui passe une ligne virtuelle, vous avez automatiquement une caméra qui se déclenche, etc., etc. Et puis il y a la problématique des transports, de la surveillance dans les transports, de ceux qui peuvent porter des objets dans les transports en commun, qui pourraient poser des problèmes. Et je pourrais prendre tant d'autres exemples. Mais nous avons aussi la gestion de tous les bâtiments. Et tout cela, grâce à ce qu'on appelle le data, l'open data, dans des lieux sécurisés de telle sorte que les données personnelles soient totalement protégées et ne puissent pas être utilisées. Alors la lutte contre le terrorisme dans votre ville, évidemment, vous tient à cœur. Un mot de cette polémique dont vous faites l'objet dans ce combat contre l'islamisme en France. Vous avez qualifié les islamistes en France de 5e colonne et vous avez annoncé une 3e guerre mondiale. Est-ce que vous maintenez ces termes, une 3e guerre mondiale ? Vous y croyez sincèrement ? Les islamistes vont tuer des millions de personnes ? Mais nous avons eu 3 grands conflits au cours du siècle écoulé. Je crois que c'est le 3e. Mais certes, il n'est pas de même nature que les 2 précédents. Mais lorsque vous avez une armée qui défile derrière un drapeau noir dans un État improvisé qui s'appelle l'État islamique, et où la France et d'autres partenaires sont engagés avec leurs forces aériennes, lorsque vous avez ici en Israël cette lutte contre le Hamas, et Israël qui démontre une fois de plus qu'elle est une grande démocratie dans le débat qu'elle connaît aujourd'hui au milieu d'un certain nombre de dictatures où elle a dû mener la guerre pendant près de 60 ans et où les menaces qui pèsent sur Israël se poursuivent encore aujourd'hui, et que vous avez en France, comme dans la plupart des grandes démocraties, des forces occultes qui avancent comme des lâches, cachés derrière des réseaux sociaux,
nous les avons vus frapper contre des journalistes, contre des policiers, est-ce que vous n'êtes pas contre en des train de juifs faire, Christian Estrosi, une utilisation presque cynique d'un vocabulaire d'extrême droite qui joue sur les peurs de l'autre, sur le rejet de l'autre pour tenter de grappiller des voix au FN? On le rappelle, on est en période électorale et vous êtes tête de liste au régional dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça, c'est parce que vous le projetez contre Marion Maréchal Le Pen. C'est parce que vous le projetez dans l'actualité d'aujourd'hui. Mais Christian Estrosi, vous m'avez si souvent invité ici, et je crois que de manière constante, depuis 2 ans où je viens régulièrement chez vous, j'ai toujours tenu le même discours, selon lequel nous avions ensemble, et je regrette que la France n'ait pas été toujours suffisamment solidaire d'Israël comme elle l'aurait dû, à lutter. Lorsque le gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, a lutté l'été dernier contre le Hamas, j'étais à vos côtés. Lorsque nous avons à lutter contre le djihad qui se passe dans la 5e colonne, que nous avons dans notre pays et qui est prêt à frapper à tout instant, comme elle l'a fait au mois de janvier, comme elle l'a fait au mois de février, contre des militaires qui gardaient l'entrée du consistoire à Nice, comme elle l'a fait au Danemark, à Copenhague, comme elle a fait en Australie, que ça s'appelle Daesh, que ça s'appelle l'État islamique, que ça s'appelle le Hamas. On voit bien que c'est la gauche et une grande partie de l'UMP également a un discours, à votre avis, pas assez courageux sur l'islamisme? Mais lorsqu'Al-Qaïda dit « nous voulons l'élimination des Juifs et des croisés », pardon, ça veut dire quelque chose. Et ça veut dire que quelque part, si tous ces alliés, ces pays amis, ensemble, n'additionnent pas leurs forces, plutôt que de se mettre en difficulté respectivement avec des conséquences sur leurs propres économies, eh bien, nous ne pouvons pas gagner cette guerre. Ce n'est pas une guerre de 3 mois, de 6 mois, de 2 ans, c'est une guerre de 10 ans, de 15 ans qui va être très difficile, mais nous la gagnerons, nous n'arriverons au bout. Et je veux dire en même temps qu'il y a sans doute en France plus de 90% des musulmans qui se reconnaissent dans la République, qui viennent me voir pour certains d'entre eux dans mes permanences, de grands penseurs, de grands philosophes, de grands intellectuels auxquels je demande d'agir, de dénoncer les choses, de dénoncer les faits. Lorsque l'on démolit un pan entier de l'histoire de l'humanité dans le musée de Mossoul, ça me fait penser aux années 33 où on brûlait des livres avant de brûler des hommes et des femmes. Alors, nous sommes exactement dans cette situation des prochaines échéances électorales, parce que quand même c'est la réalité. Je l'ai dit, vous menez la liste UMP en PACA. C'est Nicolas Sarkozy, votre ami, qui vous a convaincu. Alors il explique que vous êtes celui qui laisserait le moins de place au FN sur son propre terrain, mais également, je le cite, par rapport à Estrosi, je vais apparaître comme un grand modéré. Vous êtes son faire-valoir ? Ça, vous reprenez un propos de journaliste et non pas de Nicolas Sarkozy. Voilà. Je suis quelqu'un qui est au-dessus des clivages partisans. Il se trouve que dans toutes les enquêtes d'opinion, mon image aujourd'hui dans ma région mord à la fois sur l'extrême droite et sur la gauche. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas le sectarisme. Je n'aime pas dénoncer stupidement lorsque l'on dessine un moyen de transport, lorsqu'on fait une ville intelligente au service de la qualité de vie, de plus de justice sociale, d'équité, de pouvoir d'achat pour ses concitoyens, là où il y a tant de souffrance, là où la fiscalité explose dans notre pays aujourd'hui, devient de moins en moins attractive et de moins en moins compétitive pour nos entreprises. Nous devons défendre aujourd'hui la formation, les transports, garantir un emploi à tous les jeunes qui sortent de l'université. Eh bien, sans doute, est-ce parce que la plupart des grands élus de cette région qui mesurent le danger qu'il y aurait de voir Marion Maréchal Le Pen s'emparer d'une des seules régions de France où... La saga des Le Pen, vous en pensez quoi ? Écoutez, lorsque l'on voit la fille qui a tout obtenu du père, et qui dit « moi, au moins, j'ai été élu à 100%, j'ai une vraie légitimité ». Elle est pire que lui, c'est ce que vous avez déclaré il y a quelques jours. Il n'y a que dans les dictatures qu'on est élu à 100%, et que ces 100%, elle le doit au fait que son père lui dit « tiens, c'est pour toi ». Et que la petite fille est là pour guetter l'héritage avec gourmandise, et que le père lui-même dit « j'aurais pu dire ma fille ». Je me dis, mais si c'était dans notre formation politique ou dans n'importe quelle autre formation politique de n'importe quelle autre démocratie en Israël, par exemple, que ça se passe, mais comment les administrés, comment les électeurs le prendraient-ils ? J'espère que quelque part on pensera et on comprendra que quand on aspire à exercer des responsabilités publiques, ça ne peut pas
se passer comme ça. Moi, je ne suis pas un héritier. Un mot pour finir sur l'UMP, pas à une dynastie. Et quand on voit que c'est dans une dynastie qu'on récupère les mots de pétainisme, qu'on nourrit l'antisémitisme, le racisme, etc., ce sont autant de mots que je veux dénoncer. Pour finir, l'UMP va bientôt changer de nom, les Républicains, pour changer d'image et faire oublier les affaires. Seulement, les affaires n'oublient pas l'UMP et Nicolas Sarkozy les écoute. Big Malion, ça va freiner ses espoirs de retour à l'Élysée? Il y a en France aujourd'hui malheureusement une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Voilà, donc je le dis, je suis totalement solidaire de Nicolas Sarkozy. Tout a démontré depuis maintenant 3 ans qu'on s'acharne sur lui, qu'à chaque fois, eh bien, on a prolongé le feuilleton jusqu'à ce que le feuilleton se termine par des non-lieux. Et la réalité, c'est que nous sommes les seuls héritiers des Républicains. Il n'y a jamais une formation de gauche. Les socialistes ne le sont pas. Mais il n'y a jamais une formation de gauche depuis qu'il y a des partis politiques dans notre pays qui a revendiqué le mot République. Il se trouve que je suis un gaulliste et que j'ai appartenu au Rassemblement pour la République. Sur le fond, les socialistes ne sont pas républicains. Les centristes et le MRP, c'était le mot République. Que les libéraux et le Parti républicain, c'est bien les libéraux, c'est-à-dire l'ensemble de nos partenaires et de nos alliés qui se sont toujours reconnus dans le mot de la République. Et qu'aujourd'hui, nous nous disions que les sigles, ça suffit, que ça ne parle pas, et que pour rassembler le plus largement possible sur le centre-gauche, sur le centre-droit, sur la droite modérée, comme sur la droite républicaine, la plus déterminée à défendre nos valeurs et à lutter contre toutes les menaces qui pèsent sur les grandes démocraties, se retrouvent dans les Républicains, eh bien je trouve que c'est un terme qui rassemble. Restez avec nous, je vous propose à présent d'écouter Anne Hidalgo, maire de Paris. Elle était hier soir l'invitée du Grand Direct et elle revient sur les mesures de sécurité toujours en vigueur après les attentats de Paris, notamment autour des institutions juives. On l'écoute. La communauté juive doit rester et bien sûr se sentir chez elle et rassurée. Nous sommes tous encore sous la menace d'attentats et le plan Vigipirate a été maintenu. La présence des militaires, ce qui est quand même une première, est toujours réelle et j'ai demandé, ce que d'ailleurs le président de la République l'a souhaité également, que les militaires puissent continuer à protéger tous les lieux. Il n'y a pas d'allègement du tout en vue, au contraire, on a besoin, et d'ailleurs les dernières décisions qui ont été prises sur les crédits du ministère de la Défense accompagnent cette volonté d'avoir une présence sur place. Donc nous traversons tous ensemble une crise. Il y a, c'est vrai, une montée d'actes antisémites. On l'a vu, ils ont doublé entre 2013 et 2014 en France. Mais face à ces phénomènes, face à ce qui est inacceptable, il y a une mobilisation des pouvoirs publics, des autorités politiques et d'ailleurs gauche, droite confondues se sont mobilisés aux côtés de celles et ceux qui sont des cibles, dont bien sûr la communauté juive. Christian Estrosi, pour finir, est-ce que l'exécutif en fait assez pour lutter contre l'antisémitisme? Non, absolument pas. J'ai voté la semaine dernière au Parlement le texte de l'exécutif qui propose de renforcer la législation sur à la fois la surveillance des communications, des réseaux sociaux. Nous l'avions demandé depuis très longtemps. Nous sommes satisfaits d'obtenir gain de cause. Les services de renseignement français en avaient besoin et vous savez à quel point les réseaux sociaux peuvent nuire. Mais derrière, qu'on n'ait toujours pas pris de mesures pour la suppression de la double nationalité, voire même de supprimer la nationalité française. Quand vous pensez que les frères Kouachi, qui pendant 5 jours ont subi une traque après les assassinats épouvantables dont ils ont été à l'origine et dont on disait sur les journaux télévisés tous les jours « Ah mais ils sont français, ils ont une carte d'identité française ». Je suis désolé, ce qui fait un Français, c'est pas la carte d'identité, c'est d'être un ami de la France. Quand on est un ennemi de la France, on ne peut pas revendiquer d'être français. Et donc aujourd'hui, il y a des mesures à prendre pour donner les moyens, sans passer directement par le judiciaire, pour les services de police, d'agir, de pouvoir suivre des véhicules, de pouvoir prendre des mesures d'intervention sans attendre une autorisation du magistrat ou du juge pendant des jours et des jours. Nous devons faire en sorte... On n'attiserait pas l'islamophobie avec toutes ces mesures-là que vous préconisez?
Mais pourquoi vous parlez toujours d'islamophobie? Ça s'adresse à tout le monde. Vous savez que la plupart de ceux qui sont enrôlés dans le djihad ne sont pas musulmans et que c'est une réalité. Aujourd'hui, ce sont des enfants de n'importe quelle confession que l'on vole à leur famille dans notre pays. C'est une réalité à laquelle je suis confronté. J'ai dû moi-même m'opposer à un mariage dans ma mairie il y a quelques jours de cela, où on sait que la future jeune épouse risquait de partir dans les jours qui suivaient en Irak après le mariage. C'était un faire-valoir. Simplement que l'on mesure une chose. Tenez, je vous prends un exemple. Moussa Koulibaly, qui en février dernier a tenté de s'attaquer à des militaires français qui organisaient la surveillance de ma cité et qui menaient la garde devant le consistoire. Il est parti en Turquie. Il était connu des services de renseignement. Les Turcs l'ont renvoyé. Il a été interpellé. Il a dit « Mais moi, je faisais du tourisme en Turquie. Vous ne pouvez rien me reprocher. » Donc, on l'a remis dans la nature. Il y en a des milliers comme cela. Il suffirait qu'il y ait ce que je propose par une proposition de loi, un délit d'incrimination de relations avec des mouvements terroristes à travers l'utilisation de réseaux sociaux aujourd'hui pour les mettre hors d'état de nuire. Ils sont tous connus des services de renseignement. Ce n'est pas la petite mesurette qui a été proposée au Parlement qui malheureusement va nous permettre de mener cette guerre pour pouvoir les neutraliser. Troisième guerre mondiale, comme vous dites. Merci Christian Estrosi d'avoir été avec nous, député UMP, maire de Nice. Direction à présent la Grande-Bretagne, où le Premier ministre réélu David Cameron a planché durant tout le week-end sur la composition de son équipe. Après sa victoire aux élections de jeudi, cette nuit, il a annoncé exclure un vote sur l'indépendance de l'Écosse, mais réitère un possible référendum sur la sortie de l'Union européenne. Yohann Giametta. Sa réélection était la grande surprise du scrutin. En remportant les législatives du 6 mai, le Premier ministre David Cameron a défié tous les sondages qui ne donnaient aucun vainqueur aux élections britanniques. Un coup de théâtre dont s'est immédiatement félicité le chef des conservateurs. J'ai toujours dit que la seule enquête d'opinion qui compte est celle du jour de l'élection. Et je dirais que cela n'aura jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Avec 77 sièges d'avance au Parlement, les conservateurs obtiennent confortablement la majorité absolue et pourront former seul un gouvernement sans coalition. Une véritable claque pour les partis adversaires, car depuis plusieurs mois, les instituts de sondage sont unanimes, travaillistes et conservateurs seront au coude à coude. Mais à l'annonce des résultats, c'est une véritable hécatombe pour les autres partis qui essuient un échec sans précédent. Nick Clegg, candidat des libéraux-démocrates, Nigel Farage, leader des eurosceptiques, et Ed Miliband, le chef des travaillistes, tous annoncent leur démission. La Grande-Bretagne a besoin d'un parti travailliste qui peut se reconstruire après cette défaite, pour que nous puissions avoir de nouveau un gouvernement qui se batte pour les travailleurs. Désormais, le temps est venu pour moi de laisser un autre prendre la direction de ce parti. À cause de ces résultats erronés, les instituts spécialisés vont être amenés à revoir leur méthode d'analyse. Le Conseil britannique des sondages a annoncé l'ouverture d'une enquête pour comprendre comment un tel fiasco a bien pu se produire. Alors on l'a dit, ces élections s'annonçaient très serrées, elles ne l'ont pas été du tout. Rudy, les sondages se sont franchement trompés. Ouais, c'est vrai que depuis vendredi matin, les instituts de sondage britanniques subissent les foudres de l'opinion publique britannique et aussi de la classe politique. Par exemple, Boris Johnson, l'emblématique maire de Londres, le fantasque maire de Londres, dit les sondeurs devraient se sonder entre eux pour voir ce qui n'a pas marché. Alors certains, c'est vrai, font leur autocritique et essayent de trouver les explications dans ce qui n'a pas fonctionné. Alors pour rappel, un dernier sondage donnait un coude à coude entre les travaillistes et les conservateurs et une coalition très complexe donc de petits partis. Le résultat est donc totalement différent, on l'a vu. Alors depuis vendredi, il y a ceux qui font leur mea culpa comme l'Institut Populus par exemple et il y a ceux qui cherchent l'explication et il pourrait bien en avoir une voire deux. Le vote britannique a en fait une somme de 650 petits votes locaux et dans ces votes, c'est celui qui arrive en tête qui remporte directement, qui rafle la mise. Ouais. Il n'y a pas de second tour. Donc cela peut se jouer à rien dans pas mal d'endroits et cela peut expliquer ce fiasco. En clair, en fait, si c'est serré mais qu'à chaque fois ça penche pour les conservateurs, eh bien on obtient ce grand écart. L'écart donc est impressionnant. Mais si on regarde de plus près les pourcentages de vote, les sondeurs donnaient 33-33 entre
entre les deux camps, et on se retrouve au final avec à peu près 37-31, et ce qui est finalement une marge d'erreur acceptable sur le nombre total de votes. Autre explication, le sursaut de dernière minute de l'électorat conservateur. C'est un électorat qui ne dit pas forcément dans les sondages pour qui il va voter et qui sait se mobiliser au dernier moment. Rudy, en revanche, ce que les sondages ont prévu, et là pour le coup ils ont eu raison, c'est ce raz-de-marée des nationalistes écossais. Ouais, et ce malgré l'échec, il y a quelques mois, du référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Et bien que Cameron ait dit cette nuit qu'il n'y aurait pas de second référendum pour cette indépendance, eh bien ces partis s'imposent comme première force politique d'Écosse et vont donc avoir énormément de poids au Parlement britannique. Alors évidemment, ça ne veut pas dire indépendance, mais ça veut aussi dire un souhait peut-être pour les Écossais d'aller vers plus d'autonomie, pas forcément de l'indépendance. Merci Rudy. Cyril, on va tenter d'analyser avec vous ces élections. Vu d'Israël, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Binyamin Netanyahou est satisfait de cette victoire de Cameron. D'ailleurs, son coup de fil a été parmi les premiers. Un des premiers, il a appelé David Cameron pour le féliciter vendredi matin aux aurores, avant même le dépouillement définitif des suffrages. Félicitations encore sur son compte officiel de Twitter, où il a déclaré se réjouir de poursuivre sa coopération avec le Premier ministre britannique, parce que s'il y a bien un gouvernement dans le monde qui est heureux de voir Cameron reconduit à Downing Street, eh bien c'est celui de Netanyahou. Non seulement Cameron est perçu à Jérusalem comme l'un des premiers ministres britanniques les plus pro-israéliens qui ait connu la relation bilatérale entre Jérusalem et Londres, mais sa victoire, Barbara, elle est si cinglante eh bien que David Cameron et les conservateurs vont pouvoir gouverner seuls sans leurs anciens alliés, les Lib Dem, les libéraux-démocrates, beaucoup plus critiques, on s'en souvient, à l'égard d'Israël. Un gouvernement donc 100% conservateur, ce qui fait également les affaires de Binyamin Netanyahou. Tout à fait, parce qu'il y a un dénominateur commun idéologique entre Binyamin Netanyahou et David Cameron. Ils ont fait du même matériau idéologique, comme Steve Harper, le Premier ministre canadien, ou Narendra Modi, le Premier ministre indien, desquels Israël n'entend pas forcément de vraies critiques à l'égard de la politique de Netanyahou, comme d'autres dirigeants occidentaux, comme Hollande, Merkel ou encore Obama. Alors dans l'entourage du Premier ministre Barbara, du Premier ministre israélien, on s'est particulièrement frotté les mains vendredi matin en apprenant que Vince Cable, c'est l'ex-ministre du Commerce, avait perdu son siège. C'est lui, souvenez-vous-en, qui cet été, durant l'opération Bordure protectrice de la bande de Gaza, avait brandi cette menace, suspendre les livraisons d'armes à Israël si la trêve avec le Hamas devait échouer, aux grandes dames de David Cameron, lui qui évidemment s'est prononcé pour la politique israélienne dans la bande de Gaza cet été. Il a même déclaré la semaine dernière au Jewish Chronicle, c'est une gazette de la communauté juive britannique, Israël utilise ses armes pour défendre son peuple, alors que le Hamas, lui, utilise son peuple pour défendre ses armes. C'est une paraphrase parfaite de Binyamin Netanyahou pendant l'opération Bordure protectrice de cet été. Alors, pour finir, il faut quand même tempérer. Cyril, la Grande-Bretagne n'a pas un poids très important sur la scène internationale, finalement. Voilà, c'est une victoire symbolique de laquelle se réjouit Binyamin Netanyahou, mais plus qu'une oreille attentive de David Cameron, Binyamin Netanyahou ne doit pas s'attendre à beaucoup plus que cela. Le Premier ministre britannique a fort à faire, on le sait, pour rassurer Bruxelles d'abord, et les 28. On a beaucoup parlé de ce Brexit, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il va falloir donc rassurer l'Union européenne suite à cette sortie de Londres. Et puis, il va falloir également mettre le peu de crédit diplomatique de David Cameron à ce service. Et puis, il faut bien le reconnaître, Barbara, sur le plan international, David Cameron n'a pas beaucoup de poids, et ni sur l'Iran, ni sur les négociations avec les Palestiniens. Elle va pouvoir peser. Certes, Londres a un siège permanent au Conseil de sécurité, mais c'est plus un statut d'observateur qu'autre chose qui est attribué à Londres ces dernières années. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve juste après un nouveau journal. On parlera de cette ambiance de fin d'année hier au Parlement israélien. Le gouvernement sortant a tenu hier sa dernière réunion hebdomadaire. Et puis ça va s'annoncer serré à la Knesset avec un vote où Binyamin Netanyahou joue gros. Ce sera juste après un nouveau journal qui vous est présenté par Eleanor Veil. Plateau du Morning, merci d'être avec nous et on poursuit par cette attaque à l'arme blanche dans l'implantation de Ma'ale Adumim dans la banlieue de Jérusalem. Mathias Inbar, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Écoutez, bonjour Barbara, cela s'est passé il y a quelques instants dans la zone industrielle de Michor à Adumim, à l'extérieur de Jérusalem en direction de la mer Morte, en Cisjordanie et au sud de Ramallah, où un Palestinien poignarde
de sang-froid dans la partie supérieure du corps, un adolescent de 19 ans, vraisemblablement dans le dos, avant de prendre la fuite dans une voiture en direction de la ville palestinienne de Jéricho. Ce que l'on sait également, c'est que la police a immédiatement établi des barrages routiers pour tenter de mettre la main justement sur l'auteur de cette attaque. Dans quel état est l'adolescent israélien ? Il a été immédiatement transféré à l'hôpital de Shaare Zedek à Jérusalem. Il est jugé dans un état moyennement blessé. Il souffre de blessures d'armes blanches, comme on l'avait dit dans le dos. Merci Mathias. Allez, un mot de politique israélienne, ambiance de fin d'année. Hier à la Knesset, le gouvernement sortant a tenu sa dernière réunion hebdomadaire. Et je vous le disais en titre, alors que le gouvernement Netanyahou numéro 4 n'est pas encore investi, eh bien la première bataille politique s'annonce déjà extrêmement serrée. Faire adopter en urgence l'élargissement du nombre de ministres du futur cabinet. Explication, Joseph Emmanuel. Il obtient le feu vert pour augmenter le nombre de ses ministres. Binyamin Netanyahou et son gouvernement de transition ont voté ce dimanche une loi pour annuler une loi votée par son précédent gouvernement. Le nombre de ministres n'est donc plus limité à 18, une mesure qui n'étonne pas les commentateurs, une mesure destinée à éviter une fronde parmi les caciques du Likoud après les concessions faites au parti de sa fragile coalition pour arracher leur soutien. Le nombre de ministères disponibles pour son propre parti s'est réduit comme une peau de chagrin, mais le gouvernement peut enfin se mettre au travail. Il ne fait aucun doute que beaucoup de travail est encore devant nous et je vous promets de tout faire pour que le prochain gouvernement continue de le faire. Travailler pour mettre en place des mesures importantes dans divers domaines pour la sécurité et le bien-être des citoyens d'Israël. Mais un citoyen israélien ne voit pas en cette loi une mesure importante, mais un énième pied de nez. Ministre dans le précédent gouvernement, Yair Lapid est l'initiateur de la loi aujourd'hui supprimée. Interrogé chez lui, il s'exprime sans détour sur le nouveau gouvernement auquel il ne participe pas. C'est une transgression de principe même de la démocratie. Le gouvernement doit travailler et servir les citoyens et non l'inverse. Demain, nous mènerons une lutte parlementaire, le temps qu'il faudra, pour obtenir un changement, car ça n'est pas juste et immoral, c'est misérable. À travers cet épisode, la question de changer le mode de scrutin est à nouveau posée. Ceux qui sont pour le changement voit dans la situation actuelle l'illustration d'un mode de scrutin absurde. Le Premier ministre sortant est sorti largement victorieux des dernières élections et se retrouve à gouverner avec une majorité d'une seule voix, le mettant à la merci de n'importe quelle défection. La loi votée ce dimanche doit encore être adoptée en procédure d'urgence d'ici mercredi, jour de l'investiture du prochain gouvernement. Une façon peut-être de tester cette fragile majorité. Avec le nouveau texte, Binyamin Netanyahou conservera peut-être pour un cadre de son parti le prestigieux portefeuille des affaires étrangères. Voilà, on vient de le voir, le gouvernement Netanyahou n'est pas encore investi, qu'il apparaît déjà précaire. Cyril, quel est le ton de la presse israélienne ce matin ? Et regardez plutôt cette caricature, elle est signée Shlomo Cohen ce matin dans l'Yediot Ahronot. Et si je vous nommais ministre de la météo ? Netanyahou, croqué ce matin par le caricaturiste du tabloïd israélien, ne sait plus quoi faire pour éviter la fronde des caciques de son parti, c'est qu'au Likoud Barbara, eh bien ça se bouscule au portillon pour obtenir un portefeuille. Mais voilà, Netanyahou a tellement fait de concessions vis-à-vis de ses partenaires de la coalition, que ce soit centristes ou ultra-orthodoxes ou nationalistes religieux, et bien que le nombre de Marocains, avec un Q évidemment, disponibles pour le Likoud s'est réduit comme peau de chagrin. C'est sans compter sur l'ingéniosité du Premier ministre israélien, car comme dans le slogan du célèbre liquide vaisselle, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et Netanyahou va chercher à faire annuler d'ici mercredi la loi qui limite actuellement à 18 le nombre de ministres pour pouvoir satisfaire tous les candidats du Likoud à un portefeuille. Alors première étape réussie hier pour le Premier ministre, puisque le Conseil des ministres a entériné la révision et la loi amendée devra dorénavant être approuvée par la Knesset, nous explique ce matin le quotidien de gauche à Haaretz. Un premier test pour le 4e gouvernement Netanyahou, car avec une toute petite majorité de 61 députés sur 120 que compte le Parlement, il faudra voter comme un seul homme avec une discipline de fer, sauf que certains membres du Likoud qui craignent de revenir bredouille finalement de ces négociations, pourrait ne pas voter la confiance. C'est pourquoi Netanyahou veut en avoir le cœur net, nous explique le Jérusalem Post. Il pourrait reporter l'investiture du gouvernement
en début de semaine prochaine, alors qu'elle devait avoir lieu ce mercredi au plus tard. L'opposition, Barbara, elle aussi ne compte pas faire de cadeau à Binyamin Netanyahou. Le parti centriste Yesh Atid, qui avait fait campagne en 2013 dans sa rampède pour réduire les dépenses publiques et limiter le nombre de portefeuilles à 18, a d'ores et déjà annoncé qu'il avait fait appel à la Cour suprême. Réponse dans les prochains jours. Voilà, réponse bientôt. Voilà, un démarrage difficile pour ce nouveau gouvernement Netanyahou. Merci Cyril. Le président israélien est lui en Allemagne ce lundi pour célébrer les 50 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Plusieurs événements sont prévus pour marquer cet anniversaire. Reuven Rivlin doit prononcer un discours très attendu et puis une visite au pas de charge puisqu'il rencontrera également son homologue, la chancelière Angela Merkel, le président de la Bundestag et le ministre des Affaires étrangères. Et bonjour à Eldad Beck, correspondant du journal israélien Yediot Aharonot à Berlin. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que cet anniversaire, cette visite présidentielle a de l'importance aux yeux des Allemands? Est-elle couverte par la presse locale? Alors, Eldad Beck, est-ce que on a un problème de connexion apparemment? Je vais reposer ma question. Est-ce que cette visite de Reuven Rivlin en Allemagne a de l'importance dans le pays? Est-elle couverte par la presse? La visite qui va officiellement commencer aujourd'hui sera sans doute couverte par la presse allemande. Les Allemands regardent l'arrivée de Rivlin ici à Berlin avec une très grande importance, étant donné que pour les Allemands, cet anniversaire de 50 ans d'établissement de relations diplomatiques avec Israël et la chance de fermer un chapitre dans l'histoire des rapports entre les deux pays, à savoir que pour pas mal d'Allemands et essentiellement pour l'establishment de l'Allemagne officielle, jusqu'aujourd'hui, on a pu subir les conséquences de l'Holocauste. À partir d'aujourd'hui, on traite Israël comme un État tout à fait normal, à savoir qu'on puisse dire à Israël ce qu'il doit faire. Alors vous vivez à Berlin depuis plusieurs années, vous suivez de près les relations entre les deux pays. Comment est-ce que vous les qualifiez aujourd'hui, ces relations diplomatiques? Je dirais que les relations entre Israël et l'Allemagne ont traversé depuis 10 ans un changement très grave. À savoir que l'Allemagne a tout fait pour fermer le chapitre de l'histoire et de commencer à critiquer Israël de manière de plus en plus évidente et vocale. On croit en Israël que l'Allemagne est toujours l'allié numéro 1 d'Israël en Europe, peut-être dans le monde, si on regarde ce qui se passe en ce moment à Washington. Mais en fait, l'Allemagne est devenue de plus en plus critique d'Israël et pas mal d'initiatives anti-israéliennes qui ont été prises à l'Union européenne ont été entreprises par des diplomates allemands qui sont assis à Bruxelles et qui exécutent la double diplomatie allemande. Parce que d'un côté, on fait semblant d'être l'ami d'Israël et de l'autre côté, on commence à discipliner Israël. Merci beaucoup Eldad Beck depuis Berlin d'avoir été avec nous. Bonjour Avi Primor, ancien ambassadeur d'Israël en Allemagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le journaliste du Yediot Aharonot? La culpabilité de la Shoah s'est effacée ces quelques dernières années et l'Allemagne a critiqué Israël pour sa politique comme les autres chancelleries européennes? La culpabilité a disparu depuis très longtemps et à juste titre. Qui est coupable aujourd'hui? Les jeunes Allemands d'aujourd'hui sont coupables de quoi? Même leurs parents ne sont plus coupables. Et c'est leurs arrière-grands-parents qui sont coupables. Mais le sens de la responsabilité n'a pas disparu du tout parce que les enfants allemands sont élevés avec les études de la Shoah d'une manière très intense, comme nulle part ailleurs en Europe ou même pas en Israël. Alors le sens de la connaissance de la Shoah et de la responsabilité à l'égard de la Shoah et à l'égard de la mémoire de la Shoah et de la guerre des Juifs et d'Israël existe et elle est très profonde. Une chose. Deuxième chose, les relations entre l'Allemagne et Israël sont au beau fixe dans ce sens que la coopération entre l'Allemagne et Israël est aussi intense qu'elle peut
peut être. Israël n'a pas un partenaire dans le monde entier, sauf les États-Unis, comme l'Allemagne. L'Allemagne est le premier allié européen d'Israël, on peut l'affirmer de façon définitive. Ah, mais c'est incontestable. Ouais. Et elle est non seulement alliée, elle est un partenaire dans pratiquement tous les domaines possibles et imaginables. Et il y a des domaines où nous coopérons avec les Allemands encore plus qu'avec les États-Unis, par exemple, dans les domaines scientifiques et dans le domaine de la recherche, plus qu'avec les États-Unis. Mais là où Eldad Beck a parfaitement raison, nous perdons, et d'une manière régulière, le soutien de l'opinion publique allemande, pas pour les Juifs, pour Israël, pour l'État d'Israël, pour le peuple d'Israël, mais pour la politique israélienne. On critique la politique israélienne de plus en plus. La différence entre l'Allemagne et d'autres pays européens dans ce sens est que les Allemands ne s'expriment pas ouvertement dans ce sens. Ils le disent derrière notre dos, parce qu'ils sont toujours mal à l'aise face aux Juifs, face aux Israéliens. Ils n'osent pas dire la vérité. La société civile allemande. Pardon ? La société civile allemande. Vous parlez du gouvernement. Non, justement, pas le gouvernement, ouais. La société civile allemande. Les hommes politiques, le gouvernement, le Parlement, ils pensent exactement comme la société civile allemande, ouais. Mais ils ne s'expriment pas. Et de toute façon, pour le moment, ils n'osent pas toucher aux choses qui sont vraiment importantes dans les relations et ouais. Pour les intérêts d'Israël. Alors ces relations diplomatiques existent depuis 50 ans et très rapidement, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a voulu réparer en quelque sorte les 6 millions de morts par des compensations financières. Au départ en Israël, ça a été très mal perçu. En Israël ? Oui, mais en Allemagne aussi. Même les Allemands ne l'ont pas soutenu à l'époque parce qu'ils n'ont pas encore fait leur examen de conscience à l'époque. C'est ce que nous avons reproché aux Allemands d'ailleurs à l'époque. Ouais. C'est vrai, ça a été très mal reçu, mais Ben Gurion voulait ça pour une chose très simple. Il fallait absolument bâtir une économie israélienne. Personne ne voulait investir en Israël à l'époque, ni des gouvernements, ni des hommes privés, parce que personne n'a cru à l'époque à la pérennité d'Israël. Alors il a dit, c'est la responsabilité morale des Allemands de nous soutenir, de construire une économie. Alors il ne demandait pas de l'argent. Ce n'est pas l'argent que les Allemands nous ont livré, mais des machines, des locomotives, des bateaux et tout ça, pour investir, pour bâtir une économie. Et en fait, l'économie israélienne est bâtie sur les réparations allemandes. Alors, pour finir ce clin d'œil de l'histoire, on s'y attarde un instant. L'Allemagne est devenue, depuis quelques années, l'Eldorado d'une certaine jeunesse israélienne. On parle de l'Aliyah de Berlin, en hébreu, l'Aliyah vers Berlin. Que vont chercher ces jeunes Israéliens en Allemagne ? Écoutez, les Israéliens aimaient toujours émigrer. Du moins pour certaines années. Alors on a vu, il y avait des moments où des milliers d'Israéliens se sont établis à Paris, d'autres qui se sont établis à New York. Et maintenant, la mode, c'est Berlin. La seule chose qui est importante dans ce phénomène, c'est que les Israéliens ne distinguent plus entre les Allemands et les autres pays de l'Ouest. Ils n'ont plus ces problèmes de conscience qu'ont toujours les Allemands à l'égard d'Israël. Mais les Israéliens les ont perdus pour leur majorité. Enfin, les sondages montrent que le pays le plus populaire en Israël, parmi à peu près 2/3 ou 3/4 des Israéliens, c'est l'Allemagne, alors que nous perdons notre image de marque en Allemagne régulièrement à cause de notre politique dans les territoires occupés. Voilà, la revanche de l'histoire. Ravi Primor, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous étiez ambassadeur d'Israël en Allemagne. Allez, diplomatie toujours, alors que les principaux leaders occidentaux ont boudé les célébrations à Moscou du 70e anniversaire de la victoire de 1945, eh bien Angela Merkel, elle, était en visite au Kremlin et les yeux dans les yeux, elle n'a pas hésité à dire à Poutine que le cessez-le-feu en Ukraine n'était toujours pas respecté. Les explications de Julia Galanzia. Des relations apaisées le temps d'une cérémonie de recueillement. Angela Merkel s'est rendue à Moscou pour saluer aux côtés de Vladimir Poutine la mémoire des soldats soviétiques tués lors de la Seconde Guerre mondiale. L'occasion pour la chancelière d'apaiser les tensions entre Moscou et les pays occidentaux à propos de la crise ukrainienne. Celle qui joua ces derniers mois un rôle clé dans les négociations sur l'Ukraine déplore qu'il n'y ait toujours pas de cessez-le-feu en Ukraine, malgré l'entrée en vigueur des accords de Minsk II.
À cause de l'annexion illégale de la Crimée et de l'intervention militaire à l'est de l'Ukraine, notre coopération a été sérieusement mise à mal. Je le dis sérieusement et nous considérons ça comme une violation du système politique fondamental de l'Europe. La crise ukrainienne cristallise les tensions entre Moscou et l'Occident. La veille, aucun pays occidental n'a assisté à la parade dans la capitale russe à l'occasion des 70 ans de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Un boycott des festivités pour protester contre l'annexion de la Crimée par Moscou et son soutien aux séparatistes de l'Est ukrainien. De son côté, Vladimir Poutine assure que la situation est devenue plus calme en Ukraine. Je pense qu'il y a de bonnes raisons de croire que les accords de Minsk se poursuivent malgré les difficultés. La situation s'est nettement améliorée après le 12 février, malgré les problèmes qui persistent dans l'est de l'Ukraine. Il reste les problèmes que nous connaissons bien. Le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine est formellement entré en vigueur suite à la conclusion des accords de paix Minsk II, précédés par un marathon diplomatique entre Angela Merkel, Vladimir Poutine et les présidents français et ukrainiens François Hollande et Petro Poroshenko. Mais des combats sporadiques éclatent régulièrement dans l'Est où depuis quelques jours, les tirs ont gagné en intensité, y compris à Donetsk, bastion des séparatistes. Le conflit armé entre Kiev et séparatistes pro-russes a fait plus de 6200 morts en un peu plus d'un an. Voilà, on se quitte pour un nouveau point sur l'actu. Juste après, vous le verrez en Iran, cette vague de protestation des Kurdes qui prend de l'ampleur et s'étend à plusieurs villes. Les manifestants annoncent un printemps arabe du Kurdistan iranien. On se retrouve donc juste après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On en vient à présent au crash de cet Airbus A400M. Vous le savez, il a fait 4 morts samedi en Espagne lors d'un vol d'entraînement. Ces boîtes noires ont été retrouvées hier. Et ce qu'elles vont révéler s'annonce crucial pour l'avenir de l'aviation militaire européenne. Maxime Pérez. Au lendemain du crash d'un avion A400M à l'aéroport de Séville en Espagne, les armées de l'air allemandes, britanniques et turques ont annoncé l'immobilisation temporaire de leur Airbus militaire. Une mesure de précaution après que samedi, 4 personnes ont été tuées et 2 autres blessées dans l'accident d'un vol d'essai de l'avion cargo européen. L'appareil en question devait être livré en juillet prochain à la Turquie. Ankara avait signé un accord pour l'achat de 10 A400M d'ici à 2018. Pour sa part, l'armée française va continuer à utiliser sa flotte de 6 avions Airbus A400M, mais uniquement pour des vols prioritaires, apprend-on de sources du ministère de la Défense. Une décision qui devrait se prolonger jusqu'à la fin de l'enquête. Pour l'Espagne et pour l'Union européenne, il est très important de clarifier ce qu'il s'est produit ici et de dire la vérité. Nous devons absolument savoir s'il s'agit d'un malheureux accident ou si cela est dû à une erreur humaine. La transparence est cruciale dans ce genre de situation et c'est ce que je vais exiger des responsables d'Airbus. S'il pourrait s'agir du premier accident de ce type d'appareil depuis sa mise en service, l'avion A400M multiplie les déboires. En cause notamment de nombreux retards dans sa fabrication, puis dans ses livraisons et à l'arrivée un dépassement de budget de 6,2 milliards d'euros, soit 30% de plus que l'estimation initiale. Présenté comme un bijou technologique pour sa polyvalence et comme le plus sérieux concurrent de l'Hercule C-130 américain, l'A400M d'Airbus a été commandé à 174 exemplaires à ce jour, 50 par la France, 53 par l'Allemagne, 27 par l'Espagne et 22 par le Royaume-Uni. Allez, on vient de l'entendre, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Turquie ont donc décidé de clouer au sol les A400M en leur possession. Pas la France. Myri, pourquoi? Alors d'abord, il faut savoir que la France a misé gros avec ses appareils. Les Grizzly, c'est le surnom de l'A400M. En commandant 50, 6 sont déjà actuellement en service pour la France. Et pour le ministre français de la Défense, pour l'instant en tout cas, rien à signaler. Écoutez. La France aujourd'hui dispose de 6 A400M qui ont cumulé plus de 1700 heures de vol de manière extrêmement performante. C'est un appareil de très haute qualité, de très grande qualité. De l'Orient.
Alors la deuxième raison de ce soutien de la France à l'A400M, c'est peut-être plus politique, puisque vous savez peut-être, c'est le programme militaire européen, l'un des rares, il est emblématique pour ça, c'est l'un des rares programmes de coopération militaire sur le sol européen. Et pour la France, il faut donc soutenir le projet, enfin à tout prix. Pas tout à fait à tout prix, puisque vous l'avez dit, on l'a dit dans le reportage, seulement les vols prioritaires vont être autorisés. Prioritaires, ça veut dire ceux qui sont déjà en mission. Il n'y aura pas de nouvelles missions pour Grizzly, en tout cas pas tant qu'il n'y aura pas les résultats de l'enquête. Alors en quoi ces avions A400M sont si importants dans le paysage de l'aviation militaire? Alors ils représentent une alternative aux autres appareils militaires de transport qui sont déjà en service, du type C-130, c'est l'américain, ou le C-160, c'est le franco-allemand, qui eux sont déjà en service depuis les années 70. Donc vous voyez qu'il date un petit peu. Le Grizzly peut transporter 37 tonnes sur 3300 km, c'est énorme. Il peut se poser quasiment n'importe où, avec à son bord des hommes, des hélicoptères, des véhicules ou des véhicules blindés. En gros, un seul A400M, un seul Grizzly devrait pouvoir faire en mieux ce que font 3 C-160. Alors ce crash tragique, on l'a dit, est un nouveau coup dur pour cet avion qui accumule finalement les déboires depuis ses débuts. Bah oui, alors il faut d'abord savoir que les Grizzly, les A400M ont été conçus pour satisfaire des besoins de plusieurs armées, plusieurs pays clients. On n'est pas sans savoir que les différentes armées n'ont pas les mêmes besoins et donc pas les mêmes exigences. Chaque client a donc voulu amener sa petite touche et a demandé des exigences. Pour l'armée française, par exemple, l'essentiel, c'est que l'appareil se pose n'importe où et puisse décoller de n'importe quel terrain. Et pour l'Allemagne, c'est plutôt de pouvoir voler au ras du sol malgré la lourdeur de l'appareil. Alors chaque pays client demande quelque chose et au final, ça amène du retard puisqu'il faut à chaque fois améliorer cet appareil et apporter autre chose. Il y a eu par exemple plusieurs manquements. L'A420 peut larguer des parachutistes de l'arrière mais pas des côtés, pas des portes latérales. Il ne peut pas ravitailler non plus des hélicoptères en vol, ce qui était quand même dans le cahier des charges de départ. Et à tout cela, il faut ajouter un budget de départ sous-évalué qu'il a fallu plusieurs fois revoir à la hausse. Alors est-ce que le Grizzly, le A400M, va rester cloué au sol? Évidemment, Barbara, ça dépend des résultats de l'enquête et aussi de la confiance que les pays clients font apporter à Airbus et à l'appareil. Merci beaucoup Myri. Allez, on prend tout de suite la direction de l'Iran avec cette vague de protestation des Kurdes qui prend de l'ampleur et s'étend à plusieurs villes. Les manifestants annoncent un printemps arabe du Kurdistan iranien. Le soulèvement a démarré ce week-end après la mort d'une jeune femme. Vous le voyez sur ces images, elle a sauté par la fenêtre de cet hôtel après avoir été victime d'une tentative de viol par un militaire du régime iranien. Des milliers de manifestants se sont réunis donc dans plusieurs villes malgré les interdictions et les menaces d'arrestation proférées par les autorités du régime. Ali Waqued, bonjour, vous êtes notre spécialiste du monde arabe. Alors les manifestants du Kurdistan iranien annoncent un printemps arabe. Est-ce que ce mouvement a des chances de durer, de s'étendre? Le scénario cauchemar des Iraniens est en train peut-être de se passer. Pour les Iraniens, les Kurdes doivent faire partie de l'entité iranienne. Il n'y a pas question de discuter des ambitions politiques des Kurdes de l'Iran. On n'en est pas là encore, mais il faut comprendre, là il s'agit d'un groupe ethnique qui a très grande majorité sont des sunnites et ils ne sont pas des Iraniens. Donc il y a une ethnicité et il y a une religion qui est différente de la majorité des Iraniens. Les minorités arabes ou autres sunnites, turkmanes, kurdes sont en très mauvaise situation par rapport à la majorité sociale chiite de l'Iran. Et de ce point de vue-là, on voit que les Kurdes voient qu'est-ce qui se passe avec leurs compatriotes en Kurdistan de l'Irak, en Syrie et en Turquie. Et peut-être leur appétit va grandir, et ça de ce quoi craignent les Iraniens. Alors précisément, on va s'intéresser ce matin à cette situation des Kurdes dans ces pays. Vous restez avec nous, on reste donc au Kurdistan. Vous le savez, ce peuple vit en Iran, mais également en Turquie, en Syrie et en Irak. En Irak, où il est engagé dans un double combat, la création d'un État indépendant, mais avant tout récupérer les territoires conquis par l'État islamique. Massoud Barzani, le président du Kurdistan irakien, s'est exprimé en exclusivité pour i24 News au micro d'Enrique Zimmerman. Écoutez-le.
Un tiers du territoire irakien et un tiers de la Syrie sont aujourd'hui sous contrôle de l'État islamique. Des dizaines de milliers de combattants qui occupent une surface presque équivalente à celle du Royaume-Uni. Leur objectif, établir un califat basé sur la charia, la loi islamique remontant au 7e siècle. L'État islamique ne se trouvait alors qu'à quelques kilomètres d'Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien. Le général Sirvan Barzani est le chef des forces kurdes. Ces hommes le perçoivent comme le sauveur du Kurdistan. Il y a un an, il a été mandaté par son oncle pour diriger une force destinée à bloquer l'avancée de l'État islamique. Erbil, la capitale kurde, était alors sérieusement menacée. Ils disent « c'est notre charia, nous ne les acceptons pas, ce ne sont pas des musulmans ». Comme ils n'acceptent pas les non-musulmans, lorsqu'ils occupent un endroit, ils tuent les gens, prennent les femmes. Ils disent « c'est pour nous ». C'est ça la mentalité des extrémistes. Le drapeau irakien flotte encore ici, au-dessus des bâtiments officiels. Le président Massoud Barzani, qui dirige la région autonome depuis 2005, estime que le projet irakien a échoué et que la solution sera de créer une zone chiite dans le sud avec Bagdad comme capitale. Les Kurdes ne doutent pas du fait que certaines figures clés du pouvoir islamique sont d'anciens généraux de l'armée de Saddam Hussein qui se sont ralliés aux islamistes radicaux. Il y en a quelques-uns. Ils ont adopté leur idéologie et ont rejoint l'État islamique. Mais d'autres partisans de l'ancien régime soutiennent également l'État islamique et son idéologie. Il s'agit de l'une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde, mais nul ne sait combien de temps elle survivra. Vous n'avez pas peur que l'État islamique arrive ici, à Erbil? J'ai peur, très peur. Car un jour, l'État islamique pourra attaquer Erbil. J'espère pouvoir partir et quitter ce pays. Alors Ali, cette bataille contre l'État islamique, les Kurdes disent la mener au nom du monde libre. Contre cette organisation terroriste, il y a là des valeurs communes entre les Kurdes et l'Occident ? Il y a des intérêts politiques communs entre les Kurdes et l'Occident depuis très longtemps. Par exemple, si on prend le cas de l'État d'Israël, Israël menait depuis très longtemps de très bonnes relations avec les Kurdes. On sait que la communauté internationale est prête psychologiquement et politiquement à offrir aux Kurdes leur indépendance dans les mois à venir. Ce qu'on estime, c'est la confrontation politique entre les Kurdes et le pouvoir central en Irak pour peut-être une autonomie plus importante, voire une indépendance. Sauf que ce même Massoud Barzani qu'on a vu, le président du Kurdistan irakien, a été reçu il y a quelques jours par Barack Obama à la Maison-Blanche. Barack Obama qui a répété lors de cette visite son opposition à la création d'un Kurdistan indépendant. Pourquoi ? Parce que pour le moment, Barack Obama est impliqué dans une bataille en Irak aux côtés du pouvoir central irakien. Un soutien des Américains en ce moment-là peut déclencher une guerre peut-être civile plus importante dans laquelle les chiites seront confrontés aux Kurdes, si jamais. Parce que la majorité du pétrole irakien, ou une bonne partie du pétrole irakien, est située dans la zone kurde, dans le Kurdistan irakien. Les Irakiens avec les Kurdes n'ont pas encore décidé de la partition de ces pétroles, et toute implication, toute intervention des Américains peut être interprétée comme si l'administration américaine était aux côtés des Kurdes, mais il est une question de temps quand les Kurdes vont soulever cette question de l'indépendance, et la fédération, ou plutôt la confédération, est le scénario préféré aux Américains et aux Kurdes pour préparer cette division de l'Irak d'une façon étape par étape, et non pas d'un coup, surtout pas imposé par l'étranger. Pas pour le moment, en tout cas. Ali, restez avec nous. On s'intéresse à présent à la situation au Yémen. On pourrait se rapprocher d'une trêve. Les Houthis ont fini par accepter ce week-end le principe d'un cessez-le-feu humanitaire proposé par les Saoudiens sous pression internationale. Cette trêve d'une durée de 5 jours devrait débuter demain à minuit. Maxime Pérez. Cessez-le-feu humanitaire imminent au Yémen. Les rebelles chiites sont prêts à réagir positivement à tout effort, appel ou mesure qui aiderait à mettre fin aux souffrances de la population yéménite.
Proposé par John Kerry, ce cessez-le-feu a dans un premier temps été validé par la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Censé prendre effet ce mardi, il est d'une durée de 5 jours renouvelable. Cette trêve vise à permettre l'entrée d'une aide humanitaire sur le sol yéménite. Premier effet, un navire chargé de 300 000 litres de carburant affrété par l'ONU est arrivé ce samedi au Yémen et un deuxième navire devrait suivre en fin de journée. Si les frappes aériennes menées par Riyad sont donc appelées à cesser dans les jours à venir, un raid de la coalition frappait cette nuit la résidence de l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Grâce à Dieu, nous avons survécu, c'est un miracle. Pendant que nous étions en train de couvrir les faits devant la maison de l'ancien président, plusieurs missiles ont été tirés. Je crois que l'un des journalistes a été blessé. C'était très difficile comme situation. L'ex-président à la tête du pays durant plus de 30 ans n'était visiblement pas chez lui à ce moment-là. Le parti d'Ali Abdallah Saleh avait salué la trêve qui s'annonçait entre les rebelles houthis et les alliés de la coalition arabe. Si la coalition défend les forces fidèles au président Hadi, les rebelles houthis sont quant à eux soutenus par l'Iran. L'Iran et la Russie, deux pays influents sur les rebelles chiites et qui avaient été encouragés par John Kerry à agir en faveur de cette trêve. Ali, que se passe-t-il au Yémen? L'Arabie Saoudite a annoncé il y a quelques jours la fin de sa campagne aérienne pour la reprendre de plus belle et puis maintenant l'annonce de cette trêve. Et encore, c'est la même Arabie Saoudite qui, au début de cette campagne, a refusé un appel de l'Iran et des Houthis à une trêve ou une trêve humanitaire. Cette initiative des Saoudiens, soutenue par les Américains, reflète un certain status quo auquel les combats sont arrivés et une admission des Saoudiens qu'ils n'ont pas réussi dans leur campagne aérienne qui dure maintenant de plus de 6 semaines à trancher la situation. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs, les Houthis n'ont pas été écartés? Pas seulement n'ont pas été écartés, les Houthis continuent à progresser et c'est une question de temps et c'est une question de volonté politique. Quand est-ce que les Houthis peuvent accomplir leur prise de contrôle de Aden, la deuxième ville la plus importante du pays? Les Houthis veulent que cette trêve humanitaire se transforme en un processus de négociation qui prend en considération leur demande à ce que le président en exil en Arabie Saoudite à l'heure actuelle, Abd Rabbu Mansour Hadi, ne revienne pas au pouvoir. Barbara, la grande question c'est combien va durer est-ce qu'elle va être honorée cette trêve et est-ce qu'au bout de cette trêve, si jamais elle est respectée, il y aura un processus de négociation où il va y avoir une reprise de ces confrontations, surtout quand on a vu que récemment les Houthis n'ont pas hésité à bombarder des villes saoudiennes. Merci beaucoup Ali. On va se quitter pour un nouveau point complet sur l'actu. Puis juste après, du cinéma dans le Morning, le Festival de Cannes approche. Coup de projecteur ce matin sur Nathalie Portman. Après avoir été jury, elle se rendra sur La Croisette cette année pour la première fois en tant que réalisatrice. Et à cette occasion, une interview où elle a déclaré qu'être juive en France la rend nerveuse. On se retrouve donc après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Hélène Orveil. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Un grand artiste israélien s'est éteint vendredi hier. Une foule nombreuse a rendu hommage à Menaché Kadishman, peintre, sculpteur. Il est décédé à l'âge de 82 ans. Il s'agit de l'un des artistes israéliens les plus célèbres, connus notamment, vous allez les reconnaître, pour ses peintures de moutons. Léa Volbert. Sculpteur, peintre, plasticien, Menaché Kadishman était un artiste accompli. Vendredi soir, il est décédé à l'âge de 82 ans à Tel Aviv, cette ville dans laquelle il est né en 1932, cette ville qui l'a tant inspiré, qui l'a consacré. Après l'armée, c'est ici qu'il étudie l'art aux côtés de prestigieux artistes, Moshe Sternschus, Rudi Lehmann. Il vit ensuite quelques années à Jérusalem, se retire dans un kibboutz où il travaille comme berger, puis quitte Israël pour Londres, accompagné de son acolyte artistique Bucky Schwartz. Marié, père de 2 enfants, il rebrousse chemin après 12 années londoniennes pour s'établir définitivement à Tel Aviv en 1972. Sa notoriété mondiale, il la doit en partie à sa série culte de têtes de moutons colorées, déclinées également en sculpture. Un élément central de l'ensemble de son œuvre, il le répétait souvent, « Les moutons sont une partie de moi ». En 1978, il transforme le stand israélien de la Biennale de Venise en véritable bergerie, en exposant un troupeau de moutons vivants enduits de couleurs. Lauréat du prestigieux prix Israël, il remporte également le premier prix de la 5e Biennale à Paris en 1967.
Allez, on parle cinéma à présent. Le festival de Cannes approche. Coup de projecteur ce matin sur Nathalie Portman. Après avoir été jury, elle se rendra cette année sur la Croisette pour la première fois en tant que réalisatrice. Et à cette occasion, elle a donné une interview qui fait beaucoup de bruit. Laetitia. Oui, alors Nathalie Portman, on va la retrouver le 18 mai pour présenter son premier film en tant que réalisatrice qui s'appelle A Tale of Love and Darkness, qui est l'adaptation du livre autobiographique d'Amos Oz. À l'occasion, elle a accordé une interview au Hollywood Reporter, une interview sans tabou, où elle a décidé de tout dévoiler en prenant soin quand même de s'enregistrer avec un magnétophone elle-même, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à l'interview avec son téléphone, qu'elle a pressé le bouton recording pour s'assurer que ses propos ne soient pas déformés par le journaliste. Elle a commencé par ses origines, elle est américaine mais elle est née en Israël il y a 33 ans et a expliqué pourquoi elle avait choisi de diriger son premier film tout en hébreu, langue qu'elle parle couramment. Et là, elle a expliqué que c'était l'obsession des mots d'Amos Oz, dont elle a adapté le livre autobiographique, je le répète, qui l'a attirée dans ce projet et de la manière dont les mots sont connectés en hébreu, cette façon tout à fait poétique et magique selon elle. Elle a aussi, elle s'est dite, extrêmement déçue par la réélection de Benjamin Netanyahou, qu'elle trouvait ses commentaires racistes absolument abominables, mais elle a précisé qu'elle ne voulait pas utiliser la plateforme médiatique de la mauvaise manière, comme d'autres, pour descendre Israël, et que ce n'était pas son propos. Elle a récemment déménagé à Paris, juste avant les attentats de janvier, aux côtés de son mari Benjamin Millepied, qui est directeur du ballet de l'Opéra de Paris. Et lorsque le journaliste Stephen Galloway lui a demandé si elle se sentait nerveuse de vivre à Paris en tant qu'Israélienne, en tant que juive, elle a dit que oui, qu'elle se sentait nerveuse de vivre en France, mais qu'elle se sentirait tout autant nerveuse d'être une Afro-américaine aux États-Unis ou bien une musulmane en France également. Donc voilà pour ce qui est de ces déclarations de la part de l'actrice. Elle s'est également exprimée sur les déclarations antisémites de John Galliano. Tout à fait, puisqu'elle est ambassadrice de la marque Dior, elle représente Dior dans beaucoup de pays. Et puis alors là, quand le journaliste lui a demandé ce qu'elle ressentait par rapport à ce que John Galliano avait dit, c'est la première fois qu'en fait elle s'exprimait ouvertement. Eh bien, elle a dit qu'il était temps de lui pardonner, qu'il pouvait changer, comme beaucoup de gens changent, mais qu'elle précise que ce n'est absolument pas une raison pour cautionner les remarques qu'il a faites lors de ce pot qu'il prenait dans un bar à parisien. Voilà, en tout cas, on retrouvera Nathalie Portman cette année sur La Croisette en tant que réalisatrice. Cannes, ça démarre mercredi et on en parlera évidemment tout au long de la semaine avec vous, Laetitia. Merci. Du cinéma, toujours en Israël, Doc Aviv, le festival international du documentaire de Tel Aviv, vient d'ouvrir ses portes et offre aux festivaliers un choix de films assez éclectiques. L'un d'entre eux est une plongée dans le Berlin un peu fou des années 80. David Gondin. Berlin, la mecque des hipsters du monde entier. Pourtant, pour découvrir les nuits vraiment sex, drug and rock'n'roll de la capitale allemande, il faut se rendre 3 décennies en arrière. Un voyage dans le temps qu'a brillamment accompli le film B-movie Lux and Sound. Apparemment, si vous pouvez vous rappeler des années 80, c'est que vous n'y étiez pas. Eh bien moi, j'y étais, proclame le personnage principal, qui est aussi le narrateur. Ce narrateur, son nom est Mark Reeder. Ce jeune Britannique en a marre de Manchester. En 1979, il décide de s'installer à Berlin. Il va y découvrir une scène underground passionnante. Dans une ville sectionnée en deux, la jeunesse de Berlin-Ouest est sombre, désespérée, mais aussi incroyablement créative et libérée. À travers une construction très efficace, Mark raconte ses rencontres musicales, des artistes étrangers comme les chanteurs Nick Cave ou le peintre Keith Haring, mais surtout des Berlinois, Maniadi, Die Ärzte, Nina, Die Totenhausen. Le narrateur baigne dans la No Deutsche Welle, la New Wave allemande. Dans B-Movie, en arrière-plan, l'histoire avec un grand H défile à toute allure. Loin de la mainstream anglo-américaine, la scène punk gothique électro-berlinoise ne se pose aucune règle ni limite. Ici, on est extravagant, déglingué et provocateur. Les squats ont droit de cité, les boîtes de nuit sont le décor d'immenses beuveries et le sexe est partout.
Un docu dont la forme est aussi passionnante que le fond. Les auteurs ont mis en scène un léger flou entre la réalité et la fiction. Un flou pour illustrer celui que laissent les excès en tout genre. Les événements et personnes décrits sont fictifs. Toute ressemblance avec des personnes en vie est purement accidentelle et délibérée. Dès le début du film, le spectateur est prévenu, drogues et souvenirs ne font pas bon ménage et ceci n'est pas un compte-rendu historique, mais plutôt une narration certes chronologique, mais pêle-mêle. Sur le plan visuel, c'est un collage de vidéos astucieux et efficace, mais hétéroclite. Clips musicaux, images d'archives, vidéos tournées en Super 8, scènes reconstituées. Tout nous plonge dans ce microcosme fascinant. En 1989, le mur tombe et tout un monde avec. 25 ans après, ce documentaire nous permet de vivre, revivre ou survivre à l'époque trash de Berlin-Ouest et de pouvoir dire « Ich bin ein Berliner ». Et comme tous les lundis, Rudy, on passe en revue ce qui a agité le web ce week-end. Alors, on démarre par une enquête de 2 journalistes de Slate. Il est question de Facebook et il est question de passeurs de migrants. Oui, c'est une enquête assez édifiante, menée par 2 journalistes de Slate. Ils ont fait une expérience assez simple finalement. Ils ont décidé de créer un faux profil, celui d'Odilon Tando. C'est un jeune centrafricain fictif qu'ils ont localisé en Libye après avoir virtuellement simulé sa traversée de l'Afrique. Alors pour cela, Odilon, pour passer en Europe, Odilon se rend sur une page de passeurs classés contre toute attente dans la catégorie tourisme et voyages sur Facebook. Non mais c'est vrai. Et donc il explique donc aux passeurs, comme on vient de le voir, qu'il projette de passer en Europe et demande le prix pour la traversée Libye-Europe. Et donc au bout de seulement 13 heures, le passeur lui répond 3000 livres. Alors on apprend que le prix de la traversée d'ailleurs est fixé selon l'origine du migrant. Quand on sait que le salaire moyen est de 37 € en Centrafrique, imaginez ce que représente cette somme. Ouais. Alors s'ensuit ce dialogue que vous êtes en train de regarder, complètement surréaliste, dans lequel le passeur basé à Tripoli fait carrément la promotion de son matériel et envoie même la photo du bateau qu'il utilise pour la traversée. Et il dit même ceci, il dit: je ne sais pas combien de temps va durer le voyage, car cela dépend de la mer, si la mer est calme ou pas, mais nous nous soucions de la vie des êtres humains. L'article explique ensuite les mauvais traitements subis par les migrants, souvent battus par les passeurs. Ouais. C'est une enquête très intéressante à lire donc sur Slate. C'est quand même étrange en tout cas que Facebook soit devenu presque un outil promotionnel pour ce trafic. Oui, c'est exactement le même cas que pour le recrutement pour le djihadisme. Sans le vouloir, en fait, Facebook est devenu un outil très puissant, tout simplement parce que ces algorithmes en fait connectent les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui sont aux mêmes endroits, et donc cela facilite l'interaction. Alors évidemment, l'Union européenne a conscience de ce problème et a affiché il y a quelques semaines sa volonté de bloquer les comptes, les publicités et les groupes créés donc dans cette fameuse catégorie tourisme et voyages sur Facebook. Voilà, toujours plus de contrôle d'Internet. Autre chose, plus léger maintenant, c'est l'histoire d'un touriste qui a retrouvé le sourire grâce aux internautes. Oui, alors en avril dernier, les internautes s'étaient émus du sort de Kevin Bluntford. Kevin Bluntford, c'est un Américain employé dans le secteur des télécommunications, on le voit. Alors il avait certes gagné un super voyage à Porto Rico en récompense de ses bons et loyaux services pour son entreprise, mais il n'avait pas pu y aller avec sa femme et son bébé de 7 mois à cause d'un problème de responsabilité civile. Il était donc parti avec un ami, et puis son ami avait remarqué qu'il était un peu triste, donc ils ont mis ensemble en scène ce voyage, ce côté monsieur tristounet, et il est devenu une star comme seul le web sait en fabriquer. Alors magie du net, un mois plus tard, revoilà Kevin, on va le voir tout sourire maintenant au même endroit avec sa femme et sa fille, tout simplement car le buzz a été tel qu'une agence de voyage lui a offert exactement les mêmes vacances à Porto Rico un mois plus tard, ce qui donc va nous permettre ce matin de jouer au avant-après. Donc avant, boire une margarita, c'est plutôt triste, mais avec sa femme, c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà, on a le sourire, et dans le même genre, faire la grasse mat, c'est triste quand on est tout seul, mais voilà, désormais, on l'avait pas vu triste, mais le voilà, donc en famille, très content de faire dans la même chambre d'hôtel, la même photo. On a vu l'avant-après, et donc voilà, Kevin et Madame Bluntford peuvent remercier les internautes une fois de plus. On va faire la tranche nous aussi pour partir en vacances. C'est une bonne idée. Et une bonne publicité en même temps pour l'agence de voyage, on imagine. Mais évidemment, vous ne l'avez pas cité, vous avez bien fait.
On finit, Rudy, par un appartement pas comme les autres sur Airbnb. Oui, le site Airbnb qui est de plus en plus populaire, donc il y a de plus en plus d'offres de par le monde, donc il va falloir réussir à se démarquer et c'est ce que font désormais les loueurs pour savoir se faire remarquer. Eh bien, un Japonais qui répond au doux nom de Parker a eu la très bonne idée de nous proposer un intérieur 100% Mario Bros dédié à l'univers du jeu vidéo de votre enfance. Barbara, tiens, on entend même la musique Super Mario Bros, tout dans l'appartement rappelle le jeu vidéo jusqu'au couvert, au couteau, enfin tout est connecté à Mario Bros. Rideau de douche aussi, enfin vous pouvez aussi jouer évidemment à Mario Bros sur la console originale du jeu. Ça vous coûte seulement à peu près 70 € la nuit et donc voilà, on ne parle que de ça ce week-end sur internet, donc bien joué de la part de ce Japonais qui a customisé son intérieur. Voilà, si c'est de votre goût, pourquoi pas, ça se passe sur Airbnb. Merci Rudy. Allez, on termine avec cette initiative originale en France, à Paris, de l'art contemporain à l'arrière des bus. Une initiative originale qui permet aux automobilistes de passer le temps des embouteillages en admirant des œuvres d'art. Sandy Fortis pour le Culture Mag. Si tu ne vas pas au musée, le musée viendra à toi. Une expression qui qualifie parfaitement cette initiative un peu loufoque de l'agence Onboard Media. Depuis quelques jours, les automobilistes coincés dans les embouteillages peuvent admirer de l'art contemporain. 25 bus qui font la navette entre les aéroports Orly, Roissy-Charles de Gaulle et Paris offrent leur arrière-train comme toile de fond et ça plaît. C'est une idée un peu folle qui a germé dans ma tête depuis quelques mois, voire années. Et en tant que collectionneur moi-même et féru d'art contemporain, j'ai voulu donner une nouvelle vitrine à des jeunes artistes pour leur permettre d'aller à la rencontre du grand public et de contribuer à la promotion de l'art contemporain français auprès du grand public. 6 artistes sélectionnés par un comité de spécialistes ont ainsi la chance de voir leurs œuvres exposées dans tout Paris, une réelle aubaine. Participer à ce collectif autour de Bus Expo, voilà, c'est vraiment une belle histoire. Savoir que l'art sert à transporter les gens dans tous les sens du terme. Je trouve ça plutôt sympa. Le rapport à l'œuvre est du coup transformé. Street art, photo ou dessin à l'encre de Chine. Lorsqu'on est en voiture, l'œil change. C'est pas forcément l'univers de tout le monde et c'est une façon de se rapprocher comme ça des gens dans un moment souvent d'intimité parce qu'on conduit, on est seul et il n'y a plus tous nos soucis du quotidien et c'est un moment où on peut s'évader et cette évasion dans l'art, c'est important parce que c'est le sujet. Et ils seront nombreux à s'évader puisque ces bus expo devraient parcourir plus de 43 000 km en moins d'un mois. Automobilistes, passagers ou simples passants n'auront donc aucun effort à faire. Ils n'auront qu'à ouvrir les yeux pour admirer l'art au coin de la rue. Voilà, et on va se quitter sur ces images. Les jumeaux princiers Jacques et Gabriella de Monaco, enfants du prince Albert II et de son épouse Charlène, ont été baptisés hier. Un baptême en grande pompe, 6000 fleurs blanches dans la cathédrale, 21 coups de canon par enfant, 700 invités triés sur le volet. Monégasques et touristes ont pu suivre la cérémonie sur écran géant. Ils ont ainsi pu revoir les enfants pour la deuxième fois seulement depuis leur naissance, c'était il y a 6 mois. Voilà pour les jumeaux princiers de Monaco. Voilà, Laetitia est émue comme pas possible. C'est ému, Laetitia. Non, c'est de belles images. Ça fait un peu moins de coups de canon que pour la princesse Charlotte. C'est vrai, vous avez fait le 400, compte. hein, 20, ça fait 40 contre 400. Voilà. Et là par enfant, ça fait un petit peu moins. Merci à tous les deux et merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous retrouve avec grand plaisir dès demain. Vous retrouvez pour l'heure Eleanor Veil pour un nouveau point complet sur l'actualité. Portez-vous bien.